Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation de Télé-Grenoble. Et comme chaque mois, Vincent Templard est à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Et vous êtes président de Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé dans l'arc alpin. Les représentants de quelques-unes de ces entreprises innovantes sont d'ailleurs avec nous sur ce plateau. Bonjour Odile Allard. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes fondatrice et présidente de Fluoptics. À vos côtés, Vincent Bouchia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, cofondateur et président de Graphil. Et puis, Benjamin Faury est avec nous également. Bonjour. Vous êtes, fondateur et président d'Electroducer. Et si vous êtes des fidèles de Check-up, certains de ces noms vous disent peut-être quelque chose. On développera ce que vous faites les uns et les autres dans quelques minutes. Mais avant cela, je vous propose de nous intéresser au dispositif Isère Médecin. Trouver un médecin près de chez soi, c'est parfois la galère. C'est le fameux problème des déserts médicaux. En 10 ans, l'Isère a perdu 10% de ses médecins, mais aucune région n'est épargnée. Et ayant constaté les difficultés rencontrées par ses concitoyens, le département de l'Isère a décidé d'agir il y a 5 ans maintenant, avec un dispositif de maintien des soins à destination des futurs médecins. Parmi les 80 boursiers du dispositif Isère Médecin, 40 sont à la faculté de Grenoble, 21 à celle de Lyon et 19 dans d'autres facultés de médecine. Laurie Baillet a rencontré l'une de ces boursières. L'Isère n'échappe pas à la règle. Comme partout en France, la profession médicale vieillit. Pour lutter contre les déserts médicaux et faciliter l'accès aux soins, le département de l'Isère a lancé en 2017 Isère Médecin, un dispositif qui veut inciter les internes en médecine générale et les médecins à s'installer dans le département. Alors, le dispositif Isère Médecin, c'est un dispositif qui permet de faciliter l'implantation de médecins généralistes sur le département avec plusieurs actions. Une première action qui est celle d'apporter une bourse d'études de 56 000 € aux internes en médecine et en contrepartie, ils doivent s'installer pour 570 jours sur le département. Ensuite, il y a une action qui est menée au niveau des médecins installés déjà pour qu'ils deviennent maîtres de stage et permettent aux internes de sortir de l'hôpital et de faire des stages sur l'ensemble du département au cours de leur cursus universitaire. Et puis enfin, il y a bien sûr les aides que nous apportons aux maisons médicales et c'est 100 000 € qui sont apportés aux porteurs de projets. En 4 ans, ce dispositif a motivé 132 médecins à venir exercer dans le département, comme le docteur Lola Dodel qui s'est installée à Mélan en 2020. J'ai 800 patients déclarés, plus évidemment des patients qu'on dépanne pour des urgences. On reste accessible pour les urgences. J'avais besoin de m'ancrer à un endroit, de faire du suivi, d'être le médecin de famille. Et je partage l'espace avec une autre médecin généraliste, des kinés, des dentistes et une dermatologue. C'est toujours agréable de travailler à plusieurs au sein d'une même structure. C'est vrai qu'on peut avoir des patients en commun, que ce soit avec les kinés ou avec le docteur Guéry. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui comptait pour moi en tout cas sur l'installation. Ouais. Comme la ville de Mélan, 421 communes du département sont éligibles au dispositif, selon les critères de 7 médecins généralistes pour 10 000 habitants, avec un âge moyen de 55 ans. Et de manière générale, les médecins généralistes aidés par le dispositif Isère Médecin s'engagent à recevoir les publics les plus précaires. La suite, c'est avec notre dossier du mois. Il est consacré au MedTech dans l'arc alpin. Si les innovations de nos invités ne se trouvent pas encore dans le tiroir d'un médecin généraliste, vous allez voir qu'elles participent néanmoins à un renouvellement des méthodes de soins.
Alors tous les mois, nous vous présentons aux côtés de Vincent Templard une start-up, une entreprise née dans l'arc alpin et qui facilite la vie des patients, des médecins et fait rayonner le territoire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 de ses fondateurs présidents d'entreprises, on va dire à différents stades de leur parcours. Odile Allard pour Fluoptics, Vincent Bouchéa pour Graphil et Benjamin Faury pour Electro-Ducer. On va commencer, si vous le voulez bien, par un petit tour de table pour savoir qui aura la parole en premier. Pour Fluoptics, ça a été fondé en quelle année? En 2009. Vincent Bouchéa? 2019. Et 2018. Alors, c'est serré entre vous deux, mais je crois qu'incontestablement, c'est Odile Allard qui va prendre la parole en premier. Comment est né Fluoptics? Fluoptics est né simplement de la rencontre entre Philippe Rizzo, mon associé, qui était issu du CEA, et moi-même, qui avait la volonté de créer une entreprise innovante. Cette entreprise innovante, vous l'avez donc créée par le biais du CEA. On voit beaucoup, Vincent, des entreprises qui sont passées par le CEA. Je crois que Vincent Bouchéa, c'est aussi votre cas. C'est le CNRS qui est juste à côté. Mais... En tout cas, ouais. C'est ce domaine très technologique. Publique. Justement, tous les deux, pourquoi c'est important pour vous? Quels sont les atouts de créer une start-up dans le domaine médical à Grenoble? Odile Allard? Alors pour ma part, je pense qu'à Grenoble, on a un écosystème très techno. Quand on décide de développer des solutions innovantes, c'est plutôt bien d'être dans ce genre d'environnement. Donc Grenoble, c'est la techno par les laboratoires, où on a là accès à des compétences de très haut vol, mais aussi les écoles. Quand on cherche des collaborateurs, des jeunes collaborateurs, on a quand même un vivier d'écoles très important. Et puis à côté de ça, on a notre environnement MedTech aujourd'hui qui est plutôt assez fourni. Et l'échange entre nous est très précieux. Donc je pense que pour moi, ces 3 atouts-là sont importants. C'est le cas aussi pour vous, Vincent Bouchéa? Alors oui, moi j'avais des sujets de recherche lorsque j'étais chercheur au CNRS qui étaient bien éloignés de la médecine, mais j'ai souhaité en fait appliquer par recherche translationnelle ces technologies qui viennent de l'électronique à la médecine. Donc, Vincent, c'est ce que vous constatez aussi quasiment tous les jours? Tous les jours. Pas que, mais c'est vrai qu'entre l'ensemble des laboratoires de recherche, j'associerai aussi l'Université Grenoble-Alpes, bien évidemment, Polytechnique Grenoble, l'INPG. Il y a une richesse pluridisciplinaire dans ces laboratoires. On a la chance d'avoir sur le territoire grenoblois, isérois, des acteurs qui sont des leaders mondiaux, donc qui sont des locomotives pour notre filière. Et c'est vrai que depuis les années 60, on le voit bien, la dynamique de notre secteur, aujourd'hui, c'est quand même un poids économique, c'est près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 emplois dans les entreprises, sans compter les emplois dans les laboratoires de recherche. Donc c'est un secteur qui prend de plus en plus d'importance, effectivement, en termes économiques, sur notre bassin. Benjamin Faury, vous aussi, c'est ce que vous avez constaté. Vous êtes médecin, vous? Oui, tout à fait. C'est un petit défaut. J'ai l'habitude de dire que c'est un défaut d'être médecin quand on est chef d'entreprise, parce qu'on a certaines faiblesses de gestion, mais j'ai su m'entourer. Vous avez aussi des avantages. Oui, voilà, c'est un certain nombre d'atouts. Oui, c'est l'état de l'art qui a créé finalement ma société, qui est née d'une idée et de difficultés dans des procédures d'intervention cardiaque. Moi, je suis cardiologue interventionnel, je fais des opérations à cœur fermé. Et il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré beaucoup de difficultés ou de complications annexes à d'autres innovations et qui m'ont fait créer un dispositif, une technique. Et j'ai été ravi de découvrir vraiment que Grenoble était extrêmement riche en entreprises dynamiques, mondialement connues. On a aussi plein d'anecdotes qui ont montré qu'on travaille avec des gens au Japon, aux États-Unis, et que finalement leur fournisseur est grenoblois. Je parle par exemple des Sten, qui est une entreprise grenobloise qui est mondialement connue et qui distribue partout. On n'est pas forcément prophète en son pays. Exactement. Alors. Et moi, je l'ai appris 10 ans plus tard, si vous voulez. Odile Allard, on va revenir à vous. L'innovation qui vous a fait connaître, c'est quoi? L'innovation qui a fait connaître Fluoptics? Alors nous, on développe des solutions d'imagerie pour l'aide à la chirurgie. On est sur la base d'une imagerie de fluorescence, c'est-à-dire qu'il y a l'injection d'un traceur chez le patient juste avant l'intervention, traceur qui n'est pas radioactif et qui va être visualisé en temps réel par le chirurgien avec une caméra qui tient dans la main, comme une grosse lampe de poche schématiquement, et qu'il va utiliser pendant son intervention à certains moments pour visualiser des éléments qu'il ne voit pas à l'œil nu.
Donc, pour le guider. C'est pas permanent et ça permet d'être plus précis. C'est ça, plus précis, protéger certains tissus, au contraire être très focalisé sur des tissus qui sont à retirer. Alors vous le disiez, un vocabulaire vulgarisé. C'est pas radioactif, qu'est-ce qu'on injecte? On injecte un traceur qui va être éliminé par le corps? Oui, naturellement, par les voies urinaires. Et c'est un traceur qui était utilisé depuis très longtemps pour la vascularisation de l'œil, pour voir la vascularisation de l'œil. Et il se trouve que ce traceur fluoresce aux longueurs d'onde que l'on utilise, nous, en chirurgie. Comment on passe de l'idée à la production d'une caméra, de l'idée de ce traceur qu'on connaissait pour l'œil à la production? Alors ça, c'est de l'investigation. C'est-à-dire que nous, on a eu l'idée de développer une imagerie un système d'imagerie. On a testé tout ça en ce qu'on appelle dans le domaine préclinique, avant que ce soit utilisé chez l'homme. Et là, on essaie beaucoup de choses. Et puis, le hasard de la recherche, des recherches complémentaires qui sont faites par d'autres équipes dans le monde font qu'à un moment donné, on dit tiens, ce truc-là, il marche bien et peut-être que c'est par là qu'on va pouvoir sortir un produit assez rapidement chez l'homme en utilisant ce produit-là qui existe déjà. C'est le fait de... Combien de temps, ça? Alors nous, par exemple, on a créé en 2009 on partait des brevets, des premiers protos qui avaient été développés par l'équipe au CEA et on a obtenu sans faute de quart au milieu. En suivant le business plan, on a obtenu le CE médical, qui est le premier label pour être capable de commercialiser le premier produit en novembre 2012. Pour le commercialiser sur quel territoire? En Europe, CE. Voilà, comme une norme. Voilà. C'est la norme CE. Et 2 ans après, on obtenait la certification pour le commercialiser aux États-Unis. Donc sur un chemin normal. Voilà, ça s'est plutôt bien passé pour vous? Pas de pépins au milieu, non. Parce que le genre de pépins qu'on peut rencontrer, c'est que d'autres équipes dans le monde aient déjà déposé des brevets sur... Alors il peut y avoir ça, il y a différents niveaux. Il peut y avoir vraiment des problèmes technologiques. On a du mal à mettre au point sa techno. Et puis après, il peut y avoir des problèmes de démonstration clinique. On a mis au point la techno, mais on a du mal à démontrer un bénéfice clinique pour le patient. Et puis au final, on a un problème réglementaire. C'est-à-dire que notre dossier, il manque toujours un dossier, il manque toujours des éléments, il manque toujours une mesure, il manque toujours... Et tout ça, en fait, on réussit à franchir toutes ces étapes-là, en principe, mais ça rallonge le temps. Et quand même, dans nos domaines, c'est précieux ce temps-là, parce qu'associé à ça, il y a de l'argent. C'est pas le cœur du sujet, mais c'est quand même le cœur des sujets dans nos domaines. Vincent Bouchia, comment ça s'est passé pour vous, avec votre première innovation? Alors nous, on est encore très jeunes, donc les innovations ne sont pas encore sur le marché. L'innovation qu'on développe, c'est en fait la conjonction de 2 technologies typiquement grenobloises. D'une part, une nanotechnologie, le graphène, qui est un matériau issu du carbone. C'est une monocouche atomiquement fine de carbone qu'on s'est déployée sur plastique. Donc ça, c'est une technologie que j'avais déployée lorsque j'étais au CNRS et que j'ai souhaité faire sortir du laboratoire. Et puis on l'a couplé à une autre technologie tout aussi grenobloise, c'est l'Internet des objets, les cartes à puces. Et donc sur lequel il y a effectivement beaucoup d'activités plus ce côté ingénierie pour l'électronique et donc de faire des capteurs connectés qui couplaient le graphène comme capteur placé sur la peau ou placé dans un dispositif de bandelette de test avec la possibilité d'interagir avec un smartphone par exemple. Et c'est pas dangereux ça? Le graphène? Oui, de mettre du Alors graphène. Le graphène, effectivement, on est la seule société française travaillant dans la santé sur le graphène. On parle du graphène comme une théorie de la conspiration qu'il y en a dans les vaccins. Je reçois beaucoup de coups de fil inquiets là-dessus. Faut savoir que nous, on utilise d'abord un graphène très spécifique qui est une monocouche unique. Très peu de nanoparticules, il n'y en a pas en fait, puisqu'on est collé sur plastique. Ensuite, on a validé en préclinique, ça a été fait avant de créer la société pour valider le fait que l'innocuité du produit. Et on a fait de nombreux tests cliniques pour montrer ça. Donc, il y a, en termes de nanoparticules de carbone, moins que lorsque vous traversez la rue derrière un diesel, je peux vous l'assurer. Et aujourd'hui, vous en êtes où avec ce pansement? Donc on a déjà fait le préclinique pour montrer l'intérêt sur l'animal, sur des tests, sur des cultures de peau de notre produit. C'est un produit qui se veut à la fois avec des aspects thérapeutiques et diagnostiques. Donc on a un produit qui favorise la cicatrisation, mais qui permet aussi de détecter les biomarqueurs présents sur le liquide issu de la plaie. Pouvoir détecter par exemple la présence d'un pathogène ou de marqueurs d'inflammation.
Donc ça, on est sur l'idée d'une plateforme en fait, qui n'existe pas aujourd'hui, d'un pansement qu'on pourrait dire un pansement intelligent, capable de mesurer sans ouvrir le pansement des paramètres et d'agir, par exemple, pour relarguer à la demande un antibiotique ou de pouvoir générer une alerte. Donc c'est vraiment ça l'objet. Après, cet objet-là, il est encore en devenir. On a eu la pandémie qui est arrivée, qui a retardé certains essais cliniques. Et on a montré qu'en fait, cette technologie donc de couplage antenne et biocapteur pouvait être déployée sur d'autres usages très différents, comme notamment des tests diagnostiques. Ouais, on va en reparler un petit peu. Ça pourrait s'adresser à qui, ce pansement? Directement aux patients ou plutôt aux médecins qui ont en charge les patients? Donc au début, on est sur des pansements qui sont techniques, qu'on destine à des pathologies assez ciblées au départ, bien que ça peut se généraliser. Comme mais quoi? c'est le pied diabétique, c'est-à-dire l'ulcère du pied diabétique, qui est une infection malheureusement assez courante chez les diabétiques, qui correspond à des plaies creusantes au pied, sur la plante du pied généralement, qui sont liées à la maladie du diabète, qui malheureusement cause sur 20% des diabétiques des complications très, très difficiles qui aboutissent malheureusement avec des amputations. Donc l'idée d'avoir un suivi, un journal de la plaie, on l'espère, permettra de diminuer drastiquement l'occurrence des amputations. Donc c'est plutôt pour des patients qui ont l'habitude d'utiliser des dispositifs médicaux, comme ça peut être le cas par exemple pour... Alors les diabétiques sont déjà bien connectés quelque part, notamment pour la suivi de leur glycémie. Et effectivement, l'idée est de se coupler à l'écosystème de télémédecine qui existe déjà pour les diabétiques. Notamment. On va passer à vous, Benjamin Faury. Alors, vous nous avez un petit peu expliqué comment vous étiez venu à la création de votre produit. C'était un constat que vous étiez plusieurs à faire lorsque vous opériez. Quelles étaient les conséquences? Comment ça se passait avant? Alors écoutez, effectivement, c'est né d'une expérience malheureuse et d'un problème. C'est une innovation déjà française qui est de remplacer les valves du cœur sans ouvrir, c'est-à-dire à cœur fermé en passant par les artères. Cette innovation qui a eu lieu la première fois au monde, donc en France en 2002, c'était des valves qui coûtent très cher, environ 20 000 euros. Et pour poser cette valve, contrairement au chirurgien cardiaque qui arrête le cœur et qui fait ses sutures à cœur arrêté, nous, on doit trouver des techniques pour sidérer le cœur, le paralyser et même le relancer. Pour faire ça, on utilise des pacemakers temporaires qu'on introduit par aussi des vaisseaux. Et ces pacemakers sont vecteurs de complications, comme des déchirures cardiaques, etc. On va voir un petit peu comment ça se passait justement avant. Vous nous avez transmis ces petites... dites-nous ce qui se passe. Alors. Donc ça, effectivement, depuis une décennie environ, cette procédure est vraiment passée en pratique courante. Donc on met 3 abords vasculaires, donc électroducer, ça veut dire introducteur électrifié. Ici, le 3e introducteur va aller dans le cœur droit, le petit cœur, pour le stimuler et le sidérer. Donc on paralyse le cœur pendant les quelques secondes. On va gonfler le stent, le ballon ou la valve qu'on va implanter dans le cœur. Et donc, ce pacemaker génère toutes ces complications et de l'irradiation des rayons. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Nos patients ne peuvent pas mourir. C'était un trop gros risque. Oui, ne peuvent pas mourir, finalement guéris de leur valve, juste par une complication liée à une petite opération accessoire qui est souvent, d'ailleurs, négligée par les opérateurs. Et du coup, j'ai eu l'idée d'inventer au début une technique qui est de stimuler directement par le guide qui va porter la valve, porter le stent ou d'autres dispositifs. Et ça a marché. Nous avons fait une preuve de concept et c'est là où c'est intéressant, c'est que vraiment on s'est basé sur la médecine basée sur les preuves et on a prouvé la sécurité et l'efficacité de cette technique dans un premier temps. Oui, mais alors quand on opère un patient avec cette technique, il faut être sûr de son coup quand même. Il faut être sûr de son coup, mais c'est pour ça que ça passe par des comités d'éthique et des choses bien protocolisées. Nous, c'est vrai qu'on est médecins, on fait de la recherche et on a l'habitude de traiter avec ça, mais votre remarque est bonne. Ça passe au comité d'éthique, à l'ANSM. Et d'ailleurs, il faut souligner le dynamisme de l'ANSM, même en période Covid, de nous avoir permis de conduire une étude. C'est un organisme qui donne les autorisations? Exactement, c'est un autorisme. Les autorités nationales sanitaires qui donnent les autorisations de faire ou pas des essais cliniques avec des techniques ou avec des dispositifs médicaux.
Et pendant la période Covid, ils nous ont autorisé à faire nos études, puisqu'on diminue les temps de procédure, on diminue les temps d'hospitalisation et les complications. Donc ça les intéressait, en pleine période sanitaire, de pouvoir opérer encore nos patients cardiaques qui mouraient beaucoup plus de pathologies cardiaques que du Covid, d'ailleurs. Avec toutes les opérations qui avaient dû être stoppées. Voilà. Et donc, cette technique qu'on a inventée, il y a eu une forte adhésion de la communauté française, un petit peu moins des Américains. Ils étaient jaloux ? Non, ils n'étaient pas jaloux, ils sont plus médico-légaux, c'est-à-dire qu'ils n'utiliseront pas quelque chose qui n'est pas tamponné FDA, tamponné CE. C'est le risque juridique et voilà. de la responsabilité. Exactement. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'avocats à la sortie du bloc opératoire, et ce n'est pas un mythe. Et c'est pour ça que moi, je suis fier d'être français et grenoblois, mais il y a beaucoup d'innovations qui sont françaises. On disait tout à l'heure le cœur artificiel, la valve percutanée, et même les premiers stents ont été posés en France. Ce qui est malheureux, c'est le développement derrière, et qui est en train de changer, mais ce développement qui est difficile. Les Américains ont une grande facilité. C'est ce qu'on a vu un petit peu déjà dans la crise du Covid. On a bien vu que pour les vaccins, l'innovation, elle venait bien souvent, on mettait plus d'argent dans d'autres pays que la France, où on était un petit peu frileux, et puis du coup, on s'arrêtait en chemin. Tout à fait. On va voir là aussi... Peut-être que c'est le moment. Voilà comment vous... Donc la suite. Voilà, la suite. Rapidement, je me suis dit, nous les Français, on est bricoleurs, mais les Américains, ils vont pas aimer ça. Donc j'ai eu l'idée d'intégrer cette technique dans un dispositif qui est donc un introducteur vasculaire, qui est fait avec un plastique biocompatible et conducteur du courant. Et on va conduire le courant sur le dispositif qu'on a habituellement et qui va servir de pacemaker. Donc on ne met plus de pacemaker. Et de ce fait, on n'a plus les complications reliées à l'utilisation de ce pacemaker. Donc, on gagne du temps, on sauve des complications, vraiment significativement, et on est moins cher pour la société. On économise environ 700 € par patient et par procédure. On peut l'utiliser, comme le montre le petit schéma, en phase aiguë d'infarctus, par exemple. Ça, les Américains aiment beaucoup, puisque au lieu de perdre du temps, de perdre 10-15 minutes à poser un pacemaker avant de déboucher l'artère qui cause l'infarctus, on fait 2 en 1, les 2 procédures en une seule. Et pareil, on sauve, on dit time is muscle. En anglais, c'est chaque seconde et plusieurs millions de cellules qu'on peut sauver. Donc c'est là l'idée un petit peu nouvelle. C'est une technologie qui est simple. Ça, il faut simplifier les choses sans changer les habitudes des chirurgiens ou des médecins. Les chirurgiens ou les médecins n'aiment pas changer leurs habitudes. Ils n'aiment pas changer leur matériel. C'est comme si vous... Il y a aussi peut-être une difficulté pour vous dans les développements à venir, parce que chaque médecin peut avoir des pratiques qui vont être différentes. Tout à fait. Mais chaque médecin, il est obligé, dans un certain nombre de cas, d'utiliser ces pacemakers et cette stimulation cardiaque. Et nous, on lui dit, vous pouvez faire une stimulation cardiaque sans utiliser de pacemaker. Et le matériel qu'il utilise habituellement, nous, notre matériel, il est juste plug and play. Il est plugué sur l'introducteur par l'infirmière. L'infirmière donne cet introducteur que le médecin utilise tous les jours et il l'utilise comme habituellement. On va passer de la théorie à la pratique. On va voir quelques images de la première mondiale que vous avez effectuée au groupe hospitalier mutualiste. Donc c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure un petit peu sur le petit schéma. Là, vous allez introduire le guide. Alors oui, effectivement, donc on a eu la fierté. Il y a eu 3 villes dans le monde qui ont utilisé pour la première fois ce dispositif. Donc Grenoble en faisait partie. Donc avec mes collègues que je salue au passage, parce qu'il faut avoir cette adhésion de l'innovation. Tout le monde n'adhère pas dans l'innovation. Au début, elle est vivement critiquée, et puis petit à petit, on se rend compte que ça marche bien. Et vous voyez, on stimule, on enlève, on pique moins d'artères, on fait moins mal aux patients. C'est beaucoup plus rapide. Et pendant la période Covid, d'ailleurs, on a réalisé une autre première mondiale que nous avons publiée dans un journal américain. On a fait les premiers remplacements de valves aortiques percutanées en ambulatoire pur. Le patient rentrait le matin et il sortait le soir à la maison sans rester une semaine ou, à contrario d'une chirurgie cardiaque, rester 3 semaines hospitalisé. Donc c'est très intéressant, et aussi pour les coûts de santé. Là aussi, notre dispositif, ce n'est pas un dispositif qui est extrêmement cher comme une valve, mais il faut qu'il y ait une viabilité économique et il faut y penser.
On a l'impression quand même que ça va dans ce sens, l'innovation médicale, aussi bien Fluoptics que Graphil qu'Electroducer, dans le sens de pouvoir passer le moins de temps possible, que ce soit moins cher, que ce soit moins abrasif, que ce soit moins violent pour le patient. Enfin, on va vraiment là. On le voit effectivement, la chirurgie mini-invasive, l'ambulatoire, il y a 10 ans, il y a eu des objectifs qui avaient été fixés par les pouvoirs publics sur l'augmentation du taux d'ambulatoire. Je crois qu'aux États-Unis, ils sont à 80% des opérations qui sont faites en ambulatoire. Alors il y a bien évidemment des opérations très lourdes qui ne se feront jamais en ambulatoire, mais de plus en plus, on le voit, où on rentre la veille au soir au pire, mais souvent même le matin, et on ressort le soir chez soi. Et ces chirurgies, tous ces actes permettent effectivement de diminuer en définitive l'ensemble de ce que je vais appeler les effets négatifs, les effets secondaires et les coûts associés effectivement à une chirurgie qui était beaucoup plus lourde. C'est aussi ce que vous avez en tête à chaque innovation. Ah oui. Nous, notre leitmotiv, c'est de diminuer le taux de complications après une intervention chirurgicale. Donc, c'est ce bénéfice clinique-là qu'on cherche à démontrer systématiquement pour chaque nouvelle application. Oui, vous aussi, Graphil, c'est simplifier la vie des patients. Le pansement connecté va permettre de renvoyer les gens chez eux plutôt à la maison. Ouais. Il y a un sigle qu'on emploie souvent dans notre secteur qui est le SMR, le service médical rendu. Il y a une évaluation systématique avant la mise sur le marché d'un nouveau dispositif, de voir quels sont les bénéfices que va apporter ce dispositif par rapport au dispositif existant, bien évidemment, et l'évaluation économique et l'évaluation médicale sont extrêmement importants versus, bien évidemment, les risques qui sont à prendre en considération. Alors, avant de continuer, je vous propose de faire une petite pause avec une autre entreprise médicale de l'Arc Alpin. Elle s'appelle Essential Robotics. C'est un reportage de Lina Badreddine. Réunir dans un seul appareil différentes technologies d'imagerie et de navigation chirurgicale, c'est le défi relevé par Essential Robotics, un système unifié pour accompagner les spécialistes dans la chirurgie osseuse, plus précisément dans la chirurgie de la colonne vertébrale qui sont des opérations sensibles. Parmi les éléments de la plateforme, une sorte de scanner hyper articulé qui permet au chirurgien de voir sur un écran ce qu'il est en train de faire grâce à la prise d'images en 2D ou 3D. Un appareil qui tourne autour du patient, on peut dire cela, et qui va reconstruire l'image de l'anatomie à l'intérieur du patient. Donc, on n'y a pas accès visuellement, mais le chirurgien va ensuite voir ces instruments à l'intérieur justement de l'anatomie du patient sans avoir à ouvrir pour voir de visu l'anatomie. À cette plateforme s'ajoute une nouvelle brique, un bras robotisé qui va servir à ajouter de la précision dans le geste du chirurgien qui reste maître de l'opération. Le robot va permettre d'accélérer le geste au bloc opératoire, amener de la fiabilité, de la répétition, de la répétabilité. Donc le chirurgien va accélérer son geste et le faire avec plus de confiance puisqu'il saura qu'il a été directement au but. Le robot collaboratif n'est pas encore utilisé en usage clinique, mais le système dans son ensemble, avec ses technologies d'imagerie, de navigation et de robotique chirurgicale, fait bénéficier aux patients de techniques et de procédures moins invasives. Donc des incisions plus petites, des suites opératoires moins compliquées et aussi un retour à l'activité normale plus rapide. Plus de 1500 chirurgies ont déjà été réalisées avec la plateforme Essential Robotics, qui compte devenir un indispensable des blocs opératoires et s'exporter encore à l'international. Et voilà, Vincent, c'est ce qu'on disait avant ce reportage et qui a été confirmé ici aussi. Vraiment, l'idée, c'est de rendre la vie plus simple aux patients, de lui permettre de rentrer plus vite chez lui. Aux professionnels de santé, aux chirurgiens, de sécuriser les gestes, d'avoir des gestes beaucoup plus précis. Et effectivement, in fine, le bénéfice est pour le patient. Je voulais juste souligner effectivement qu'à Grenoble, on ne le sait pas, mais c'est quand même la première ville de France dans tous les domaines d'innovation liés à la chirurgie assistée par ordinateur. Donc on est un lieu en France où il y a énormément, ce n'est pas la seule entreprise, de développement d'entreprises qui se sont constituées sur cette thématique-là, autour de l'imagerie, de la robotique, et qui permettent effectivement aujourd'hui des avancées qui sont extrêmement importantes et qui permettent justement, pour en revenir à ce qu'on se disait avant, de faciliter l'ambulatoire.
Et tout va bien pour Essential Robotics, si je crois. J'ose pas dire que c'est une licorne, en tout cas, je sais que c'est un des objectifs. J'espère que Stéphane Lavallée ne m'en voudra pas de le présenter comme ça. En tout cas, ils ont levé effectivement des sommes extrêmement importantes. C'est un projet extrêmement ambitieux. Ils ont sécurisé de l'ordre de 100 millions d'euros, ce sont des sommes considérables, que ce soit alors en fonds propres, quasi-fonds propres et dettes. Et ils ont encore annoncé récemment avoir sécurisé 15 millions d'euros de financement avec la Banque européenne d'investissement, la BEI. Ça permet quoi cet argent? Ça permet de se développer? Ça permet d'ouvrir des marchés? On n'est pas rentré dans le réglementaire de façon détaillée. Mais le chemin pour accéder au marché, aller jusqu'au marquage CE, moi j'admire quand Odile dit qu'en 3 ans, elle a obtenu le CE médical. Alors aujourd'hui, la réglementation a évolué, qui plus est, elle s'est renforcée encore. Mais ce sont des coûts qui sont extrêmement importants parce que bien évidemment, il y a les coûts de développement du produit, mais il y a les coûts des essais, de la validation, le coût des dossiers, les échanges avec les autorités de santé. Je ne sais pas, Odile, où vous en êtes sur les autorisations, mais au Japon, aux États-Unis, donc c'est démultiplié. Il faut des autorisations différentes. Il y a le marché européen, le marché américain, le marché asiatique? Non, pas le marché asiatique. Il y a le Japon, la Chine, Taïwan, la Corée, la Thaïlande. Ils ont chacun leurs règles. En Europe, on a la chance d'avoir trouvé un accord. Alors, il est de plus en plus complexe. On n'est pas d'accord sur tout, mais là-dessus. Mais là-dessus, on a trouvé un accord et on peut obtenir un certificat médical. Et après, on va chercher des autorisations un peu par pays. Voilà, il y a des autorisations par pays, mais plus simples quand même. On a un marquage CE qui est commun, mais les autorisations et le remboursement va être spécifique. Il n'y a pas de marché unique du remboursement en Europe. Et puis dès qu'il y a des mouvements politiques, par exemple, il y a un Brexit, alors les Anglais se détachent de l'Europe et vont nous sortir leurs propres réglementaires, alors que le mois dernier... Et vous avez dit oui. Avant Brexit, nos produits pouvaient se vendre tels quels aux États-Unis. Il y a un Brexit. Ouais. Alors on doit, nous, refaire un chemin réglementaire pour être capable à nouveau de vendre nos produits en Angleterre. Alors que 15 jours avant, on pouvait les vendre. Donc c'est que du réglementaire et tout ça, on subit et on arrête de vendre. Et en Suisse, c'est pareil. Enfin, je veux dire, ça n'arrête pas, quoi. Ce chemin-là, d'abord, ça demande beaucoup de suivi et de connaissances, et ensuite des coûts, des délais qu'il faut intégrer en permanence. Benjamin Faury, c'est ce que vous avez découvert, vous, oui, médecin, vous dites je vais faire ça, ça va être super, et puis vous vous apercevez que le chemin est semé d'embûches. Moi, je pensais qu'en 2011, quand j'ai fait la première fois la technique, je me suis dit, dans 2-3 ans, je mets entre les mains des chirurgiens, de mes amis, de mes collègues, un dispositif, comme ça, ils n'auront plus à réfléchir. Et vous voyez, 10 ans plus tard, on y est encore. Et ça prend du retard puisque les réglementations se sont durcies il y a même pas 1 an, notamment en Europe. Et vous voyez, nous, on visait le marché européen en premier. Et finalement, on va avoir les autorisations américaines avant. Et c'est un peu triste pour l'Europe, pour la France, puisque cette innovation qui est née en France, on a fait 60 patients en France l'année dernière. Et je pense qu'il va s'écouler encore 2 ans sans que les patients puissent en bénéficier en France et en Europe. C'est-à-dire que alors, ces 60 patients, vous les avez fait dans quel cadre? On les a fait dans un cadre très particulier d'une étude First in Man, d'une étude pilote, donc qui a été validée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par les autorités de santé. Donc on a eu le droit d'en faire 60, pas un de plus, pas un de moins. On les a passés au crible, on a prouvé la sécurité et l'efficacité de notre dispositif. Et en attendant, on parcourt ce long chemin réglementaire, coûteux, long, difficile, et incroyable. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Et même mes confrères avec qui j'en discute souvent, ils sont étonnés. Et moi, ça me rend aussi plus tolérant envers l'industrie médicale. Parce que vous savez, les chirurgiens sont souvent des enfants gâtés. On adore nos jouets. Et on croit qu'on va dire à l'industriel américain, ah, il y a ça qui ne va pas, est-ce que vous pouvez le changer? Mais non, ils ne peuvent pas faire ça en moins de 2 ans. Parce qu'il faut encore passer au crible du réglementaire de la sécurité. Pour compléter, peut-être, c'est une des difficultés de ce marché. Donc, on part du principe qu'on veut amener de l'innovation aux patients, au final, même si c'est le chirurgien qui l'utilise dans nos cas. Et donc, on va beaucoup travailler, beaucoup investir sur la techno pour avoir quelque chose de facile à utiliser, vraiment très pertinent et tout. Mais le temps d'accès au marché derrière, parce qu'au final, tout ça pour ça, parce que sinon on ne tient pas, il est considérablement long, et je pense que c'est aussi la spécificité de tous les projets start-up qui démarrent avec des idées géniales, une innovation géniale, voire de rupture quelquefois. Le temps d'accès au marché peut être rédhibitoire dans certains cas de figure, quoi. Et ça, on le sous-estime largement.
Je vais relancer sur Vincent, mais je me souviens du patron d'Urgo qui m'avait dit... Urgo les pansements. Urgo les pansements. Qu'on a tous dans notre pharmacie. Qui développait un pansement avec un principe actif et qui avait obtenu le remboursement en Allemagne en 4 mois. En France, 4 ans. Et vous ne découragez pas parfois, Vincent? Mais on sait que l'accès au marché va être très compliqué, notamment en France. Ça fait partie d'une des difficultés de la start-up. Oui. Alors, pour parler d'autres innovations, Odile Allard, vous développez un nouveau produit. Ça se passe autour de la thyroïde. Ça consiste en quoi? Oui, alors toujours au cœur de nos sujets. Nous, on reste au niveau de l'imagerie de fluorescence au bloc opératoire. Et comme je disais tout à l'heure, on cherche pas mal d'indications possibles. Donc, on fait des essais avec ceux qui le veulent bien, les innovateurs, les chirurgiens innovateurs. Et on s'est rendu compte un jour, avec un chirurgien en Argentine d'ailleurs, que notre système d'imagerie faisait auto-fluorescer les parathyroïdes. Ah bah super, c'est lui qui nous l'apprend quoi. C'est comme la tarte tatin quoi. En fait, il y a un peu de... Eh ben génial, c'est une nouvelle indication, donc ça veut dire que tel quel on peut pas vendre notre système pour dire voilà. Donc on fait tout le chemin réglementaire et on obtient pour la première fois au monde pas nous le premier système au monde qui obtient la première certification aux États-Unis pour l'autofluorescence des parathyroïdes. Et donc c'est très utile parce que les parathyroïdes, dans la chirurgie d'une thyroïde, il faut détecter les parathyroïdes qui sont deux toutes petites glandes, enfin qu'il y en a 4 au total, grosses comme des grains de riz, mais il faut surtout les préserver parce que c'est elles qui gèrent tout le calcium dans le corps. Donc, faut pas les si on les endommage voilà. ou si on les enlève, on peut avoir de l'hypocalcémie transitoire ou permanente. Et donc il faut vraiment les préserver. C'est complexe parce que c'est vraiment complexe l'environnement d'une thyroïde. Et nous, avec notre système, le chirurgien, je schématise, démarre sa dissection, va dessus, puis il y a des spots qui apparaissent. Les voilà. Donc, il va être guidé pour les préserver du mieux possible. Est-ce que vous avez découvert d'autres endroits du corps pas encore. Pas encore. Et vous cherchez? Oui, sûr. Et vous, Vincent Bouchia, vous avez développé un test and pass et finalement, vous êtes un peu servi de la pandémie pour réorienter vos recherches? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a voulu accélérer sur ce projet de pansement connecté. Et, la pandémie, évidemment, n'est pas propice aux tests cliniques. Donc, on a en fait réutilisé les briques technologiques, les 2 briques qu'on avait, donc les capteurs et la connectivité, pour développer un produit qui n'avait rien à voir en termes de cas d'usage, mais qui, en fait, embarque 80% de la technologie initiale pour un usage totalement différent, à savoir faire des tests Covid de type test antigénique, avec un nouveau procédé de détection, très différent de celui qui est mis en place aujourd'hui, et qui en fait permet de gagner en rapidité et surtout de délivrer une preuve digitale, numérique, donc immédiatement utilisable pour, par exemple, générer un pass sanitaire. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un prélèvement nasopharyngé, c'est pas un prélèvement salivaire? Alors, si. Le prélèvement est le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des raisons techniques, on va coller à la même procédure de prélèvement d'un écouvillon nasal, par exemple. On a au début essayé un échantillon salivaire, mais c'est beaucoup plus complexe par les variations naturelles du fluide salivaire d'une personne à l'autre. Donc on a sur un écouvillon nasal, mais cet écouvillon va être déposé en termes de fluide sur un capteur qui est immédiatement accessible. Donc on n'a pas à attendre les 15 minutes de migration du liquide, comme c'est le cas aujourd'hui pour les tests antigéniques. Et vous en êtes où du développement de ce test and pass? Donc ce test and pass, en fait, évidemment, devrait déjà être sur le marché en théorie si... on va arriver tard, peut-être même trop tard pour la pandémie, mais le point clé là est de pouvoir réaliser des tests cliniques. Donc un premier test clinique a été réalisé en fin d'année dernière au CHU de Grenoble. On va tenter donc là, très rapidement un test de phase 2 pour valider bien sûr les performances du procédé et puis de montrer son cas d'usage sur le terrain. Et vous savez, vous souhaitez le vendre un peu partout dans le monde. On commence par la France, mais c'est très compliqué. Ou vous vous dites la France c'est trop compliqué, je vais passer directement ailleurs où les normes sont moins compliquées finalement. Effectivement, ce produit a beaucoup plus de traction en Amérique du Nord parce que déjà il y a pas le tous anti-Covid. Donc l'idée d'avoir un pass sanitaire global avec un QR code sur son smartphone, ça n'existe pas là-bas. Donc il y a une génération de bulles disons sanitaires locales, par exemple à l'échelle d'un stade, à l'échelle d'un événement, d'une convention. Et donc on a besoin de tester massivement, rapidement des visiteurs ou des participants. Donc il faut des tests rapides
qui ne dure pas 15 minutes, qui dure quelques minutes. Donc là, il y a quasiment instantané. C'est pas instantané, parce qu'il faut quand même une interface avec un smartphone et générer l'échantillon. Donc c'est beaucoup plus court. Mais il n'y a surtout pas de rentrée d'éléments à la main, puisque c'est un des points les plus chronophages aujourd'hui. C'est finalement l'administration pour générer le pass qui, en fait, épuise les pharmaciens, notamment. Et donc là, aujourd'hui, ça peut être fait de manière automatique. Oui. Et vous, pour Electroducer, alors vous avez déjà d'autres idées en tête ou vous vous concentrez sur votre première invention? Écoutez, oui, on a toujours des idées. Comme Odile, on a développé de nouvelles indications parce qu'on a cherché jusqu'où on pouvait aller. Et dans mon comité exécutif, j'ai des gens qui m'entourent bien. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai des défauts comme d'être médecin, mais on a un fondateur d'entreprise qui a monté 8 entreprises, dont la première valve cardiaque percutanée qui a eu le marquage CE il y a une dizaine d'années. Et une autre dame, une cardiologue interventionnelle mondialement connue, qui est une des plus connues au monde. Et ensemble, on a eu une nouvelle idée d'une application de notre dispositif dans l'hypertension artérielle, en allant stimuler rapidement les artères rénales, qui sont des foyers neurologiques qui envoient des mauvais signaux au cerveau et à notre organisme pour faire monter l'hypertension. Et donc, on a eu, en attendant ce chemin réglementaire, cette nouvelle idée. Donc, voilà, on commence une étude chez l'animal pour montrer la sécurité et l'efficacité de cette nouvelle application. Et petite anecdote marrante, puisqu'il nous fallait un complément à notre dispositif un petit peu particulier. Donc, on est allé voir le leader mondial au Japon. Et on s'est rendu compte que ce leader mondial sous-traitait en grande partie à quelqu'un, un adhérent de Medicalps. Donc finalement, on va travailler direct avec un circuit court. Avec, mais on fait même du circuit court dans les medtech alors. Donc ça montre le dynamisme de notre arc alpin. Voilà, donc on est très fiers de travailler avec des Français. Vous étiez convaincu aussi du dynamisme de l'arc alpin ou vous avez comme ça, par hasard, rencontré des fournisseurs, d'autres personnes avec qui vous travaillez qui étaient... Non, pas par hasard, mais on les a cherchés. Nous. On a cherché et aujourd'hui, si je devais faire une photographie, je pense qu'on a 60%, 70% de nos partenaires du côté production qui sont régionaux. Vous n'envisagez pas de quitter Grenoble alors? Pas du tout. Au contraire, on va consolider et on va se développer sur Grenoble. Même question, Vincent? Oui, comme je disais, on source 2 innovations issues de Grenoble, hein, donc notamment tout l'aspect électronique. Évidemment, on a de nombreux collaborateurs et sous-traitants sur place. Donc, je ne vous demande pas. Hein, et Vincent, vous restez là? Vous serez encore là le mois prochain? Avec grand plaisir, bien évidemment, pour vous accompagner, Marie-Caroline. Mais Évéon et Alpao, on n'a pas l'intention, on en est très bien ici. On a beaucoup de projets de développement aussi. Ah oui, parce que je n'ai évidemment pas souligné, et puis votre modestie vous le rappelle, mais vous êtes aussi président de Évéon et Alpao, 2 entreprises, pas des licornes, mais pas loin. Hein, oui, on peut dire ça. Merci beaucoup à tous les 3 de votre participation qui nous a permis de mieux comprendre un petit peu l'univers des medtech, parce que parfois, juste avec un reportage, on est encore un peu frustré, mais là, voilà, on a pu développer un petit peu et c'était très agréable. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez Check-up le mercredi à 21h15, le samedi à 17h et bien sûr en replay sur télégrenoble.net. Et en attendant, portez-vous bien. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.